Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée vendredi 11 avril 2025 avec l'écrivaine Guylaine Dunant, autour de la publication aux éditions de Minuit de La mémoire et les jours de Charlotte Delbos, qu'elle a préfacée, publiée en 1985, quelques mois après la disparition de Charlotte Delbos, 4e et dernier chapitre d'Auschwitz et après. Ce dernier ouvrage témoigne de cette forme de solidarité vivante chez l'autrice de Aucun de nous ne reviendra, en dépit des efforts des tortionnaires pour l'anéantir. Au-delà des camps, que ce soit dans le ghetto de Varsovie, en Argentine, sous la dictature militaire, en Grèce, sur les traces du massacre de Calavrita, ou à Paris, après la répression de la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961, Charlotte Delbos dit son indignation profonde devant toute forme de barbarie. La rencontre était animée par Maurice Lugassi. Bien, bonsoir. Encore une fois, nous remercions évidemment Christian et Hélène d'organiser ces rencontres tellement précieuses et qui nous permettent de maintenir le lien et qui nous permettent encore de très belles rencontres et de très belles lectures. Aujourd'hui, nous recevons Guylaine Dunant. Même si son nom est associé à l'œuvre de Charlotte Delbos, je dis même si parce que son rôle est extrêmement important, l'œuvre de Charlotte Delbos est une œuvre qui est entrée dans l'usage et qui est entrée dans l'usage scolaire. Donc ça permet de pérenniser. Malgré cela, c'est une œuvre qui reste trop partielle. Et ce qui se passe avec nombre d'auteurs, c'est qu'on a des bouts. L'enseignement nous amène à faire des bouts. On a des bouts de poèmes, des bouts de textes. Et on oublie une œuvre. On oublie une œuvre intégrale. Et on oublie notamment, comme ce volume va le prouver, qu'une œuvre se compose, certes, de morceaux, comme une symphonie, mais qu'il y a du sens. Et ce qui est très beau dans cet ouvrage, dans ce Auschwitz et après 4, même déjà le titre, et c'est vous qui l'avez amené, qui l'avez préservé, et puis la composition de l'ouvrage, c'est aussi vous qui l'avez préservé et amené avec un texte inédit. Donc c'est vraiment un très bel ouvrage, et aussi un ouvrage qui apporte du nouveau, ce qui pourrait être inattendu pour l'œuvre de Charlotte Delbos. Alors, parlons justement de sa cohérence et de sa consistance. Vous-même, quand on vous a proposé, oui, de le faire, vous avez dit tout de suite, il faut rajouter ça, il faut changer ça. Vous aviez tout cela en tête? Comment cela s'est... D'abord, je vous dis bonsoir. Ouais. Je suis très heureuse d'être présente à cette rencontre. J'aime beaucoup la librairie Ombre Blanche de Toulouse. C'est un immense plaisir pour moi d'être là. Donc déjà, je suis très heureuse de cette invitation. Je suis heureuse de vous parler et puis après d'avoir vos questions, bien sûr. Alors, ça s'est passé pour moi de manière inattendue. Le directeur des éditions de Minuit me téléphone en me disant je veux reprendre La mémoire et les jours, qui avait été édité chez un petit éditeur, qui n'est plus disponible depuis longtemps. Est-ce que vous seriez d'accord d'en faire la présentation ? Je lui dis oui, on se fixe un rendez-vous, je vais le voir. Je pensais qu'on parlerait pendant un quart d'heure, une demi-heure, enfin voilà. Pas du tout. Ce rendez-vous a duré 2 heures et j'en suis sortie, je peux vous dire, extrêmement émue. Parce que quand Thomas Simonet, qui est donc le directeur depuis 3 ans des éditions de Minuit, depuis que Irène Lindon a passé la main, il me dit, voilà, les ayants droit le souhaitent, moi je le souhaite, il y a La mémoire et les jours, on ne le trouve plus, il faut le rééditer. Alors je lui dis oui, mais il y avait quelques erreurs dans l'édition de Berg International, c'est son nom, puisqu'évidemment, moi, pour écrire mon livre Charlotte Delbos, La vie retrouvée, j'avais épluché les manuscrits, les tapuscrits, donc j'avais remarqué ces erreurs. Et puis je lui dis, mais surtout, toutes les chemises qui contiennent les manuscrits et les 3 versions de tapuscrits en 81, 82 et 83 de Charlotte Delbos, chacune des chemises porte le surtitre Auschwitz et après 4. Alors il me dit, évidemment, on va présenter cette édition comme ça. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça a représenté pour moi quand j'ai quitté ce bureau, de me dire, mais le vœu qui était celui de Charlotte Delbos, parce qu'évidemment, quand Jérôme Lindon lui a dit, écoutez, vos 3 précédents livres, le
premier, Aucun de nous ne reviendra. Il l'a réédité, puisque la première édition datait de 65, il l'a réédité en 70, au moment de sortir Une connaissance inutile, le numéro 2. L'année d'après, Mesure de nos jours. Donc, ça datait 70-71. Quand Charlotte Delbos va lui apporter en 81 la première mouture de La mémoire et les jours, vous voyez qu'il se passe 10 années. 81, nous, on a de la peine à le réaliser, mais la réalité d'Auschwitz, le désir même de connaître, c'est quelque chose qui n'était absolument pas partagé dans le public français. Donc ces livres se vendent très mal. À chaque fois, ils ont été souscription, mais même. Donc Lindon lui dit... écoutez, dans l'état de la librairie, je ne le prends pas, aussi beau soit-il, etc. Donc là, justice est faite. C'est ça qui est très émouvant. Justice est faite. Mais c'est vrai que ce que vous dites est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on a des périodes. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui plus de désir de connaître ? Je ne sais pas. Enfin oui, parce que beaucoup de choses se sont passées, les années Mitterrand sont passées, les années Chirac sont arrivées, et puis la parole s'est libérée. Et dans cette parole libérée, justement, c'est là que l'œuvre de Charlotte Delbos prend encore plus d'ampleur. Et ce volume-là, qui date de 81, donc, eh bien, aujourd'hui, on a l'impression qu'il était même précurseur par son élargissement géographique, culturel, par la manière dont elle fait attention à l'autre. Et moi, je peux vous dire, qui connaît pourtant vraiment très très bien l'œuvre de Charlotte Delbos, j'ai écrit mon livre entre 2010 et 2016. Ça a été très long cette année, mais ma lecture de La mémoire et les jours a été beaucoup plus forte en 2024, lorsque j'ai commencé ce travail, qu'elle ne l'avait été en 12, 13. Parce que cette force d'indignation de Charlotte Delbos, vis-à-vis de certaines dictatures, comme on le trouve dans ce livre, m'a semblé aujourd'hui qu'elle allait toucher un jeune public beaucoup plus fort qu'on ne pouvait l'avoir dans le temps, à cause aussi du monde dans lequel nous sommes. J'espère que ça va les toucher, en tout cas c'est une parole nécessaire. Voilà, et elle-même disait toujours « j'écris pour les futures générations ». Et c'est vrai qu'en travaillant sur cette édition, je l'ai senti peut-être encore plus, aussi parce que, on va le voir, on a ces migrations de femmes c'est vrai. Au sortir de la guerre, dans les pays dévastés, pour des raisons économiques, pour des raisons de fuir des dictatures, pour des raisons de misère. On va avoir des migrations jusque très loin, soit jusqu'aux États-Unis, soit d'autres pays d'Europe. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, où nous avons tant, et nous voyons tant de ces migrations dues à des guerres, à des fuites, ou à des fuites dues au climat, vous le savez ô combien. Donc il y a aussi une résonance qu'il n'y avait pas. C'est ça. On a à la fois cette résonance au niveau des dictatures, des massacres, l'Argentine. On va parler évidemment du texte sur les Algériens à Paris, mais on est en Pologne, en Argentine, en Espagne. On a comme cela un panorama, mais ce que vous dites aussi est très très important. On a une parole non pas féministe, mais une parole féminine. Et ce que j'ai senti dans ces textes, si je prends par exemple on peut appeler ça des nouvelles ? Des récits. Il y en a une qui... Toutes les lectures sont bonnes. Toutes les lectures sont bonnes. À la fois, c'est des récits et puis des monologues. Et ça, c'est sa touche théâtrale. Oui, l'écriture est poétique, de toute façon. Oui. Mais si je prends Mon hôpital, par exemple, qui est un texte extraordinaire. On sent à la fois du Beckett, mais au lieu d'avoir une ironie... Enfin, moi, je sentais du Beckett, ça me rappelait Oh les beaux jours. Qui était un auteur qu'elle aimait. Oui, mais il y a quelque chose de beckettien, sauf que ce qu'elle apporte en plus, et c'est là que son écriture est merveilleuse, c'est qu'il y a de la tendresse. Une sensibilité de femme par le portrait qu'elle fait de l'infirmière en chef. Pas seulement, mais aussi... Enfin, on peut le dire, de ces hommes torses, de ces torses qui arrivent. C'est une image absolument très théâtrale, on l'imagine très bien sur scène, mais au lieu d'avoir, comme dans Oh les beaux jours, une femme qui tombe dans un trou, là on a des paniers qui arrivent dans un hôpital autrichien. Oui. Et dans ces paniers,
Petit à petit, on découvre que ce ne sont que des hommes torses qui ont perdu bras et jambes. Sauter sur des mines. Sauter sur des mines. Et l'infirmière va s'occuper d'elle avec tendresse. Et c'est là que on a une et de courage. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, on pourrait avoir du courage, mais là, et c'est là que l'on sent que chez Charlotte Delbo, ce qui a mené et sa vie et son écriture, alors là, on peut parler de courage et d'amour pour l'humanité. Ah oui, absolument. Moi, j'ai toujours dit, c'est ça qui m'a énormément touchée dans l'écriture de Charlotte Delbo, c'est que à côté d'une immense lucidité et une façon de montrer la violence déchaînée qu'il y a eu à Birkenau, qui a rendu cette œuvre aussi difficile d'accès par sa violence, sa dureté. En même temps, il y a un amour pour ce que sont devenus, même jusqu'aux déchets les plus déshumanisés qui soient. On sent qu'avec ces phrases, elle va toujours les chercher, elle ne les lâche pas. Et qu'il y a un amour de l'humanité pour dire ce que c'est que la souffrance subie et ce que c'est la souffrance morale de voir jusqu'où on peut infliger une inhumanité à des êtres. Tout ça est toujours contenu dans l'écriture de Charlotte Delbo. Il faut aussi remarquer que parmi les grandes œuvres littéraires qu'on a sur Auschwitz ou les camps nazis en général ou d'autres camps, elle est la seule femme. Pensons à Lévy, il y a Boris Pahor, il y a Kertész, il y a Antelme si on prend le camp de Gandersheim qui dépendait de Buchenwald mais qui était extrêmement dur comme commando. Tous ceux auxquels on peut penser, parmi eux, elle est la seule femme et j'ajouterai quelque chose qui me semble très important. Elle est la seule qui est restée si longtemps à Birkenau, qui était un camp, le camp des femmes, encore pire par les conditions qu'il offrait qu'Auschwitz. Elle y est restée près de 5 mois et elle y est arrivée au pire moment. Elle y arrive en janvier 1943, lorsque l'armée allemande est arrêtée pour la première fois à Stalingrad. Et donc les répercussions, ils vont les faire sur les plus démunis. Ils vont traiter d'une manière absolument ignoble toutes les femmes prisonnières. Les 15 000 femmes, ils vont les sortir à l'extérieur du camp de 4 heures du matin à 5 heures du soir sans bouger. C'était une histoire absolument terrible et obligeant à une course. Donc c'est pour dire que ce qu'elle a vu, ce qu'elle a subi, a rendu effectivement cette écriture d'une très grande violence, mais toujours cet amour parce qu'il y avait à dire ce que souffraient les personnes et que la langue poétique peut rejoindre, toucher ceux qui en souffrent le plus dans le but, enfin par sa poésie, de toucher le lecteur, parce qu'à nous, elle fait une place. En ce qui concerne les bourreaux, les génocidaires, les SS, ne sont pas aussi présents que les victimes. Non, mais non, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle n'est jamais là pour accuser directement les bourreaux. Mais elle montre comment ils se comportent. Elle montre leurs actes. Et ça, c'est important parce que c'est le lecteur qui fait le travail. Elle a toujours eu confiance au lecteur et elle a fait une place au lecteur pour qu'il réalise. Je voulais dire, elle n'accorde pas de place. Si, elle lui accorde une place, mais par le manque, par l'absence, et c'est effectivement au lecteur ou presque. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir lu un texte théâtral. J'ai l'impression qu'on est spectateur. Quand on pense... C'est elle. Bon, elle a sa vie, c'est le théâtre aussi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est toutes ces années avec Jouvet. Elle allait au bureau de l'Athénée tous les jours. 6 jours par semaine à cette époque sur 7, et pendant 4 années avant sa déportation. Et elle a assisté à tous les cours de Jouvet. Donc la langue classique que Jouvet faisait travailler à ses élèves au conservatoire, elle l'avait dans la tête. Mais ce qui est étonnant dans La mémoire et les jours, pour revenir à ce recueil, c'est qu'on a à la fois le plus intime de ce qu'on peut lire chez Charlotte Delbo à travers sa tétralogie, les 4 volumes, et à la fois, comme vous le disiez au tout début en introduction, une géographie la plus large possible, puisqu'elle se déploie, si on peut dire, de l'Argentine à la Sibérie. En passant par la Grèce. Comme vous le dites, et en insistant à ce qui était son pays dont elle avait tant espéré, si elle sortait du camp, aller, comme elle disait, ça faisait partie de ses projets fous. Et effectivement, j'ai vérifié, il y a encore l'automne dernier,
par des lettres et des courriers. À partir de 1948, le moment qui est la première fois où elle peut retourner, comme elle dit, elle a repris des forces et de l'argent, parce qu'on avait oublié qu'il fallait de l'argent pour voyager quand on était au camp. Elle est allée chaque année en Grèce, l'été. Et chose que j'ai découverte uniquement cette fois-ci, cet automne dernier, par une carte postale très émouvante, parce que son écriture flanche, je connais bien l'écriture de Charlotte Delbo. En septembre 82, elle envoie un petit mot à un de ses très grands amis en Grèce. « Excusez-moi, j'ai pas pu venir cet été vous retrouver, j'ai été malade. » Et c'est ça aussi qui est très émouvant dans ces textes. La plupart de ces textes ont été écrits entre les derniers jours de février 82 et avril 82. Ce qui veut dire qu'il y a 10 textes écrits à ce moment-là. Ce qui veut dire qu'on a vraiment les derniers textes de Charlotte Delbo. Et alors qu'en juin 81, Lindon lui dit, pour la mouture qu'elle lui donne à ce moment-là, qui ne contient que 6 textes, ceux qu'elle écrit en 79, qui justement, je fais une parenthèse, je vais essayer de retrouver mon fil, ou alors oui, sinon on ira ailleurs, c'est pas grave. En 79, donc elle écrit 4 textes, on va en rajouter 2, elle écrit 4 textes, et le premier qui vient, c'est La Tzigane, qui est un texte terrible. Je ne sais pas si certains ont déjà lu ce recueil. Il est terrible par la façon dont elle va revenir sur Birkenau et dire encore de manière plus violente encore ce qu'elles ont subi à Birkenau. J'ai été très touchée quand j'ai découvert, il y a longtemps, ce livre. Et pour parler de La Tzigane, après tant d'années où elle avait écrit des pièces de théâtre, parce qu'en 79, quand elle écrit, le génocide des Tziganes est encore très peu su à ce moment-là. Or, vous le savez, toujours pour Delbo, s'il y a une injustice quelque part, elle veut être là. Et ce qui est étonnant, la façon dont elle commence, les 4 premiers vers, ce sont bien les Tziganes là, devant nous. Devant nous, ce rang-là, ce sont bien les Tziganes. Et puis, à quoi reconnaît-on une Tzigane quand il n'y a plus que le squelette ? Et cette façon de nous dire, nous, elle nous interroge, elle nous interpelle, et elle nous met là, on est dans le froid glacial de l'appel, c'est encore la nuit, on distingue, comme elle dit, le jour commence à arriver, mais on n'est pas sûr de bien distinguer, et ce sont les Tziganes. Donc, dans cette même suite de 79, il y aura La Vieille Crétoise, il y aura Les Folles de mai, parce qu'en 79, et j'ai découvert ça en avril 79, Amnesty International a financé aux Folles de mai, comme on les appelait, ces femmes qui tournaient dans le sens contraire d'une montre sur la place devant le Parlement, sens contraire d'une montre pour dire qu'elle voulait remonter le temps pour savoir ce qu'étaient devenus les disparus par la junte militaire, assassinés, mis dans des prisons et ensuite jetés dans des fosses communes. Elles viennent en Europe à ce moment-là, et évidemment Charlotte Delbo, elle suit cela, et en février 79 écrit ce très beau texte sur les Folles du mois de mai, où on sent en plus que la demande qu'elle fait, où sont les corps ? Où avez-vous jeté ces corps ? Vous savez que Charlotte Delbo, entre 50 et 54, a tenté de chercher où, je dirais, on avait jeté le corps de Georges Dudac, son mari qui a été assassiné au fort de Romainville, au moment où ils ont été pris tous les deux en mars 42. Elle a été emprisonnée, lui aussi, mais 2 mois après, on l'a fusillé avec d'autres membres du réseau Politzer, comme Jacques Decour, au Mont-Valérien. Vous vous rendez compte aussi de cette femme qui a le cœur en cendres et qui part en déportation. Mais comme elle dit, nous, on s'est dit, bon, on va être prisonnière, c'est tout. On ne savait pas que ce qui nous attendait serait bien pire encore que d'être immédiatement assassinée. Oui. Et justement, on a ces femmes qui parlent et on a ces hommes qui meurent ou qui n'ont plus de bras ni de jambes. On a ce couple qui revient souvent. Oui, je pense à cet autre texte qui fait partie de ce livre, c'est
Calavrita des 1000 Antigones. En décembre 1943, les nazis ont, par répression d'un attentat en Grèce, ils ont fait un village martyr et ils ont pris tous les hommes de ce village, c'est-à-dire 1300, qu'ils ont été cherchés dans toutes les maisons, et les ont emmenés en haut de la colline et ont enfermé toutes les femmes, les enfants en dessous de 10 ans et les vieillards, comme on disait à l'époque, dans l'église, enfermés. Et ils ont conduit sur le chemin, au sommet de la colline, les 1300 hommes, et évidemment, pour tous les fusiller. Donc, ce que raconte Calavrita des 1000 Antigones, c'est ce que ces femmes, Charlotte Delbo, en rentrant, elle allait très souvent en voiture en Grèce, elle descendait en Italie, à Brindisi, prenait le bateau avec la voiture et continuait en Grèce. C'était une femme, elle adorait conduire, puis toujours son indépendance, vouloir bouger partout, aller rencontrer des gens, prendre des jeunes en autostop. Parce qu'il y a une chronique dans Le Monde absolument extraordinaire avec 2 jeunes Allemands qu'elle prend en autostop. Et elle raconte leur discussion, c'est une chronique extraordinaire. Et donc, elle traverse ce village en 77. En août, puisqu'elle prenait ses vacances toujours l'été, évidemment, en août 77, elle traverse ce village, elle s'arrête, on lui avait dit qu'il y avait eu ce massacre. Et une femme du village va la conduire sur ce chemin. Et ce texte est magnifique, c'est le plus long de ce recueil. Il était paru dans une édition de luxe en 77, très vite, édité par un ami, mais à 200 exemplaires, hors commerce, donc par souscription. Donc elle avait toujours voulu qu'il fasse partie de la mémoire et les jours. Et c'est là qu'on voit ces femmes, parce que justement, vous mettiez en relief ce rapport femme homme, c'est-à-dire ce qui peut être dû à l'autre, au partenaire. Or, ces 1300 hommes morts qui occupaient aussi toutes les fonctions, tous les travaux, les travaux des champs, le maréchal Ferrand, celui qui faisait les cercueils, le serrurier, tout cela, ils n'ont plus ces hommes-là. Et ces femmes, dans la nuit qui va suivre leur assassinat, juste avant de partir, les nazis ouvrent la porte de l'église. Elles sont terrorisées, elles n'osent pas sortir. Elles vont peu à peu sortir. Et puis, comme elles ont entendu les mitraillettes, elles montent le chemin pour voir. Elles vont découvrir tous les corps. Et elles vont décider qu'il faut donner des sépultures. Mais évidemment, comment enterrer à main nue? Elles n'ont que leurs mains. Donc, ça va être très, très beau dans ce texte de raconter ce que les femmes vont faire pour reconnaître les corps, pour aller aussi s'occuper des enfants le soir, leur donner à manger, les coucher, et revenir la nuit pour les veiller. Et la seule chose qu'elles comprennent, c'est qu'elles ne peuvent que les mettre ensemble, et comme elles ne peuvent pas creuser, comme il n'y a pas de cercueil, elles vont créer des murs autour de ces 1300 corps pour faire une sorte de mausolée. On sent, enfin je veux juste finir là-dessus, on sent dans la scansion, parce que ce sont presque que des vers longs, aussi étrange que ça puisse paraître de cette femme athée et très engagée à gauche, elle adorait la poésie avant-guerre de Claudel. Et le verset claudélien, ce rythme allongé du vers, va beaucoup inspirer Charlotte Delbo. Et elle va créer ces vers longs qui sont comme des scansions de la marche qui a d'abord été celle des hommes, puis la marche des femmes, puis l'accomplissement des gestes, et qui sont aussi le rituel à rendre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand nous lisons ce texte, nous sommes aussi là à reprendre la marche et la scansion de ces vers, comme si nous aussi, nous pouvions participer à enterrer, enfin, je dirais, à célébrer et à offrir le rituel qui est le fondement de l'humanité. Dans les civilisations les plus anciennes, on retrouve ce rite, c'est même ce qui montre les premières civilisations, ce sont les rites funèbres. Ce que l'humanité fait, c'est de rendre hommage aux morts. Et on sent qu'elle, qui n'a rien pu faire pour Georges Dudac, son mari, aussi derrière, il y a pour elle, dans cette scansion de sa langue, l'hommage rendu
à ceux qui ont été jetés dans les fosses communes. Alors, il y a cette scansion de la langue, effectivement, et finalement, si on reste dans ce texte, le mausolée, il est constitué par le texte lui-même. Elle construit le mausolée avec les mots, et là encore, comme elle le fait dans d'autres textes, elle nous implique. Nous sommes avec elle. Voilà, c'est ici, c'est le chemin qu'ils ont pris. Et là, on participe à la fois au moment du massacre, à tout ce que vous venez de décrire. Et ce qui est très très beau, c'est qu'on se sent pris dedans. On se sent pris dedans. Et effectivement, nous aussi, on va construire ce mausolée avec elle jusqu'à la dernière ligne, de la première à la dernière ligne. Voilà, et elle a toujours une façon d'interpeller son lecteur. Comme je vous le disais tout à l'heure pour les tziganes, est-ce que ce sont bien elles devant nous au premier rang ? Mais je dirais qu'il y a même un déplacement de ça sur Charlotte elle-même. C'est-à-dire que ce que j'ai toujours beaucoup apprécié chez Charlotte Delbo, c'est qu'elle s'interpelle aussi elle-même. Elle ne se laisse pas tranquille. Elle se prend à partie. Plusieurs exemples. Et elle nous prend à partie. Là, elle nous dit « montons ». Enfin, c'est je et nous, quoi. C'est je et le lecteur. Montons, on va avec elle assister à ce massacre. Voilà, et on en a plusieurs exemples de cette prise à partie dans La mémoire et les jours. Quand elle va voir cette manifestation des Algériens. Alors on va en parler longuement, on y va. Oui. Vous écoutez Guylaine Dunant lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 11 avril 2025, autour de la publication de La mémoire et les jours de Charlotte Delbo, édition de Minuit. C'est un texte extraordinaire. Ouais. Donc moi, je l'avais lu dans les archives, je savais qu'il y était. Et je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas resté, puisqu'elle l'avait donné en 82 dans sa deuxième mouture à Lindon. Et j'ai su, parce que j'ai interrogé toutes les personnes qui l'avaient connu, et c'est un ami qui lui a dit « Oh, écoutez, moi, je trouve que ce texte est trop différent des autres, donc peut-être qu'il vaudrait mieux l'écarter. » Et c'était en 83. Quand je vous disais qu'en 82, l'été, elle dit qu'elle est malade, on lui découvre l'été 82, enfin la fin du printemps, un cancer du poumon déjà très installé. Charlotte Delbo était une très très grande fumeuse. Elle a souffert beaucoup plus, paraît-il, m'ont dit des proches à Birkenau, de l'absence de cigarettes, encore plus que de la faim. Et donc, elle a ce cancer des poumons très avancé. Et en 83, on va lui découvrir un cancer de l'œil, ce qui pour elle est une chose terrible, puisqu'elle s'est dit « mais comment je peux vivre sans lire ?» Et puis en fait, on arrivera à soigner le cancer de l'œil, mais pas celui du poumon. Donc, je perdais le fil. Oui, le texte qui est refusé. Voilà, le texte... donc, pas refusé du tout, justement, mais il est mis de côté par cet ami. Et j'en avais parlé à l'éditeur Georges Nataf, qui était un ami de Charlotte Delbo, qui avait promis d'éditer sur son lit de mort La mémoire et les jours dans sa petite maison d'édition. Et quand je lui parle de ce texte, il me dit « mais ce texte se trouve à la Bibliothèque nationale ». Lui ne le savait même pas. Donc, ce texte que je trouve très précieux, et d'autant qu'il faut savoir que le premier livre édité de Charlotte Delbo, publié, c'est « Les belles lettres », qui est sur la guerre d'Algérie, qui est publié par Jérôme Lindon en 61, écrit en 60, un livre tout à fait particulier et étonnant sur toutes les lettres ouvertes qui ont été envoyées aux journaux de protestation par des militaires eux-mêmes, par des généraux sur les exactions de l'armée en Algérie, par des soldats du contingent, par des intellectuels, par des gens de gauche, par des scientifiques. Et elle va donner une large place à ce livre. Et la guerre d'Algérie, je l'ai su encore par un autre ami qu'elle avait, qui a été jeune homme à faire la guerre d'Algérie, comme beaucoup de jeunes gens. Et elle a toujours été préoccupée. Moi, je pense même qu'elle est rentrée
pour vous confier quelque chose que je pense. Quand en 1960, elle va quitter Genève, où elle a passé 14 ans à l'ONU. Elle a quitté Jouvet en 1947 et elle vient habiter Genève, où elle travaille comme secrétaire et comme interprète à l'ONU. Et elle va accompagner des missions scientifiques dans différents pays d'Europe et même en Union soviétique. Elle revient en France et moi je suis persuadée qu'elle revient parce qu'elle ne supporte plus, à cause de la guerre d'Algérie, d'être absente. Elle a convoyé des personnes du FNN de France à Genève au moment de la guerre. Et donc, quand a lieu cette manifestation, comme elle dit, elle n'était pas inopinée. Tous les journaux avaient publié qu'il y aurait cette manifestation pour l'indépendance des Algériens et que les Algériens manifesteraient dans le calme. Ce qui est très beau dans ce texte, c'est qu'elle insiste d'abord pour dire les femmes, comment les femmes endimanchées étaient sorties, avaient eu le courage de sortir de leur gourbie, comme elle dit, parce que les bidonvilles de Nanterre, beaucoup de personnes sont là trop jeunes pour savoir et avoir vu les photos qu'on avait des bidonvilles à Nanterre. Moi, enfant encore, je m'en souviens. Et donc, elle fait une place sur ces femmes qui défilent, qui sont arrivées avec leurs enfants, à qui elles ont mis des grandes chaussettes blanches, des jupes plissées, aux petites filles des rubans dans les cheveux, et qu'elles sont apeurées. Et elle montre, elle qui vient du théâtre, leurs mouvements, les mouvements de peur, comme elles sont arrêtées au bord des trottoirs avant de traverser, comme elles regardent sur ces grands boulevards où elles ne sont jamais allées. Et c'est là quand je vous disais qu'elle prend à partie... C'est le seul texte où elle accuse quelqu'un. Elle accuse tous les ouvriers français. Voilà, où sont les travailleurs des usines qui sont avec eux dans les usines Citroën, Renault, à la chaîne, les syndicats, parce que les syndicats ne sont pas là non plus à les soutenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du texte, elle dit « Et nous, anciens déportés, ceux de nous qui sommes revenus, qui est là d'entre nous? Qui est là pour les aider? Qui est là pour essayer, tenter d'éloigner la police? Parce que vous le savez, la répression a été terrible sur cette manifestation. Répression qui a été cachée pendant plus de 30 ans, si ce n'est pas 40, par le gouvernement français. Et si le texte avait été publié en 82, elle eût été la première écrivain ou écrivaine, la première intellectuelle française à avoir écrit sur cette manifestation. Il y a le très beau livre de Didier Deninx, Meurtre pour mémoire, qui était sorti en série noire, qu'on trouve très facilement en poche, qui est sorti en 84, si je ne me trompe pas. Mais le livre de Jean-Luc Einaudi, qui a fait un travail d'historien absolument formidable, qui est sorti au Seuil, ça va sortir beaucoup plus tard. Et on sait que le livre des Péjus, ou ce qui a été les photos, etc., ont été empêchés de sortir. Et elle, cette façon de se prendre à partie, mais nous, que faisions-nous, nous ? Et elle ignorait probablement que le préfet de Paris de cette époque s'appelait Papon. Exactement, voilà, on en a parlé beaucoup plus tard. Et de même, puisque le dernier texte qu'elle va faire, qu'elle a toujours mis à la fin de ces différentes versions de La mémoire et les jours, est celui sur les enfermés du goulag. Et quand on pense que, jeune femme, elle était communiste, elle était sympathisante communiste, elle n'a jamais pris sa carte au parti. Mais son mari était un militant communiste et responsable de la presse pour la jeunesse. Et Charlotte a travaillé pour les cahiers de la jeunesse, elle tenait la rubrique littéraire. Et j'ai lu tous ces cahiers de la jeunesse qu'on trouve à la BNF. Et il y a un article dithyrambique sur un livre de Maurice Thorez. Bon, c'est époustouflant de lire ça, absolument époustouflant. Et effectivement, elle va changer, comme elle l'écrira à Philippe Robrieux en 81,
quand j'ai vu comment se sont comportées les huiles du parti, puisqu'elle est partie avec Daniel Casanova, avec Marie-Claude Vaillant-Couturier dans son convoi, ou quand j'ai vu après le parti se comporter au début de la guerre d'Algérie, elle a beaucoup souffert que la révolte de 1954 à Sétif n'ait pas été soutenue par le Parti communiste français. Donc elle est complètement sortie du parti. Et en 1959, grâce à une mission qu'elle cherche à accompagner, une mission scientifique sur la Volga, elle visite l'URSS. Et là, c'est terrible. Pour elle, c'est terrible parce qu'elle s'aperçoit que c'était une mystification. Elle s'aperçoit que le sort des ouvriers dans l'URSS de 59, c'est en 59 qu'elle y est, pour elle, c'est inacceptable. Et notamment de voir les femmes, ce qu'on fait faire aux femmes ouvrières, les cantonnières, ce qu'elles doivent faire dans les rues, la dureté de leur travail. Et puis, elle accompagne tous les visites culturelles. Et elle dit, mais c'est tellement stupide ce qu'on leur dit, parce qu'elle est avide de l'art, et elle aimait même Kandinsky, ces artistes-là, et elle voit qu'ils sont complètement cachés. Elle va voir le réalisme socialiste dans les musées. Il y a des pépites encore à la Bibliothèque nationale, mais elles sortiront toutes, je suis voilà, sûre. C'est ça, des pépites. Oui. Mais là, il y en a une très belle, qui avait déjà été éditée. Là, il y a un texte supplémentaire. Il y a quelques erreurs corrigées. Et puis, il y a ce texte inouï. On a encore 3 minutes pour en parler, qui est le texte par lequel elle commence. Expliquer l'inexplicable. Oui. Alors, elle ne va pas nous expliquer Auschwitz. L'inexplicable, ce n'est pas d'expliquer Auschwitz-Birkenau. Ça, évidemment, personne ne peut expliquer. Mais elle va expliquer comment on peut vivre après avoir subi Auschwitz-Birkenau pendant 5 mois, et après, donc elle y était toujours, mais dans un camp satellite, celui de Rajsko, mais comme elle disait, on ne sentait pas l'odeur, mais on voyait toujours les flammes s'échapper des crématoires. Et elle dit dans ce texte, et c'est ça qui est vraiment très émouvant, parce que c'est un texte intime, personnel, où elle dit comment est-ce qu'elle arrive. Et elle commence par cette image totalement effrayante, repoussante, du serpent. Le serpent qui perd sa peau. Elle dit, si je devais expliquer peut-être... La peau de la mémoire. Voilà. Cette image. Et parce qu'elle commence par la peau, on pourrait croire que, comme un serpent, j'ai pu quitter ma vieille peau qui sentait mauvais, qui avait reçu tous les coups, et que je retrouvais une peau neuve. Seulement, elle dit, mais c'est pas ça. Parce qu'en fait, ma mémoire, elle, est partie tout au fond. Et elle s'est recouverte d'une peau, et c'est la peau de la mémoire. Et là, il y a un autre texte d'elle dans ses archives qui s'appelle « Les yeux de la mémoire ». Et c'est tout à fait étonnant de voir comme Charlotte Delbo donne à la mémoire ses qualités du corps. Et on retrouve cette femme qui, avec une telle sensibilité, a toujours fait parler ses sensations à elle et des sensations corporelles, et nous a permis de sentir les sensations même corporelles de toutes celles qu'elle voyait subir les traitements d'Auschwitz-Birkenau. Et elle raconte à ce moment-là dans ce texte, non, celle qui était à Auschwitz, elle est à côté de moi. Moi, si vous me parlez, si je vous parle d'Auschwitz, c'est une autre, c'est pas celle qui est là-bas. C'est pas celle qui parle à la mémoire profonde, la mémoire des sensations. Celle-là, elle est enfouie, et heureusement, il y a une peau durcie qui la recouvre. Moi, je peux vous en parler avec une mémoire intellectuelle qui va faire la distinction entre soif, on a soif, on va aller boire une tasse de thé. Mais si vous voulez que je vous parle de la soif à Birkenau, là, je vais devoir parler de la mémoire profonde de mes sensations. Et elle dit toujours qu'elle aimerait tellement que se durcisse cette peau de la mémoire. Et elle dit, malheureusement, dans les rêves où il n'y a pas ma volonté, elle craque quelquefois. En fait, ce qu'elle dit de manière magnifique, c'est la parole que j'ai entendue de nombreux témoins. Quand ils dorment, ils repartent à Auschwitz. Et c'est terrible. Alors, on a aussi des textes, ou un texte, un peu plus lumineux,
Si nous avions su quand nous étions là-bas, si nous avions su que nous nous retrouverions 38 ans plus tard sur la côte californienne. Là, le début, il est assez sidérant, on se croirait sur la couverture de Paris Match, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Delbo, elle a ce sens un peu de fracasser. Oui, c'est ça, de provocation. Absolument, absolument. Et donner des images saisissantes pour montrer. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tous ces textes sont écrits 30 à 35 ans après sa sortie du camp. C'est là aussi qu'on est sidéré par à la fois la mémoire, comme dans le texte sur la tzigane, ou ce qu'elle dit non seulement des tziganes, mais aussi d'elle-même, puisqu'elle va parler d'elle toute à l'appel, mais c'est aussi, dans ce texte-là, des rencontres qu'elle a faites. Et quand je dis des rencontres, parce que c'est là qu'on s'aperçoit, enfin moi je l'ai vu plusieurs fois, de l'extraordinaire curiosité de Charlotte Delbo. Au camp de Ravensbrück, où là, celle de la côte californienne, c'est la polonaise ou l'autrichienne. J'ai quitté voilà. Varsovie. Et c'est la polonaise qui était une polonaise politique, donc qui a été à Birkenau aussi, comme elle, et qui a pu, grâce à d'autres, arriver à Rajsko. Comme elle dit, heureusement, et ça m'a permis la vie sauve. Donc c'est une polonaise politique qui va à la fois raconter comment ce qu'après la guerre, puisqu'elle est arrivée en 1943, mais à la fin du printemps, donc elle reste très peu de temps à Birkenau, et après elle est à Rajsko, mais elle dit qu'à son retour, elle va voir Varsovie en ruine. Et ensuite, elle passe par Paris, et elle rencontre Delbo. Mais ce qui veut dire aussi qu'à Rajsko, Delbo a parlé avec les autres. Alors, je ne sais pas d'ailleurs en quelle langue, parce que si Charlotte Delbo connaissait un peu d'allemand, le polonais, non. Donc, je ne sais pas, peut-être que l'autre parlait un petit peu l'allemand ou un peu l'anglais, parce que Charlotte Delbo se débrouillait en anglais. Donc, elle parle et cette curiosité. Et la même chose à chaque femme, l'espagnol, par exemple, de Bilbao. C'est-à-dire qu'on apprend aussi des détails de la guerre, et notamment de la guerre d'Espagne, à travers cette femme la division Azul. Azul, et puis la façon dont des institutrices ont sauvé, quand les franquistes arrivaient à Bilbao, ont emmené les enfants, pour sauver les enfants, sont pris des bateaux et sont partis à Leningrad, où ils leur ont fait l'école en espagnol pour que ces enfants, dès que la guerre serait finie, on les ramènerait en Espagne. Bon, les choses se sont passées différemment. C'est cette façon dont on apprend toutes ces choses de l'histoire. Enfin, à chaque fois, on a des rencontres. Voilà. Elle nous permet de rencontrer d'autres femmes, essentiellement. De leur parler, de les interroger et de garder un contact, de les retrouver à Paris. Alors, je vais juste vous raconter une autre anecdote que je trouve tellement étonnante. Donc, elles sont sorties par la Croix-Rouge suédoise et notamment par les discussions, ça s'appelle en termes militaires, que le comte Bernadotte pour la Suède a pu avoir avec Himmler, qui sentait la fin de la guerre, pour faire sortir 730 prisonnières de Ravensbrück, où Delbo était en janvier 1944, avait quitté Birkenau pour Ravensbrück. Tout de suite emmenée dans le train, n'est-ce pas, pour partir d'abord au Danemark, puis ensuite, pendant le bateau, ils iront en Suède. Et évidemment, dans ce train, où il y a des wagons, c'est plus des wagons de marchandises, il y a un homme en face d'elle, et tout de suite, Delbo lui parle, discute, et te trouve très intéressant. Et lui est très intéressé par cette femme prisonnière, pourtant, qui sort de 27 mois d'emprisonnement, mais qui lui parle et de façon très intéressante. Puis elle lui dit « si vous venez à Paris, venez me voir ». Elle a fait ça souvent dans sa vie. Alors elle lui dit « je vous écris mon adresse », et puis il lui dit « je vais vous donner aussi ». Et c'était le comte Bernadotte. Donc, c'est pour vous dire, cette femme, elle sort de 27 mois d'emprisonnement. On imagine dans quel état de Ravensbrück, où elle a passé 1 an et demi. Elle parle à la première personne qu'elle voit, mais qui est intéressante, parce que c'est toujours ça. C'est cette curiosité, cet appétit de connaissance, ce goût de l'autre, qui va raconter une autre expérience. Et c'est ça qu'elle a eu au camp. Elle a rencontré l'espagnol, elle a rencontré la polonaise, elle a rencontré l'autrichienne. Elle va les retrouver à Paris, parce que là aussi, elle a donné une adresse et un téléphone. Ça, c'est Charlotte Delbo. Et il y a encore des histoires extraordinaires avec... Et puis, elle nous les fait rencontrer. Voilà. C'est ça qui est magnifique. C'est qu'ensuite, elle partage cette rencontre, et par l'immense qualité et la beauté de son écriture, on est avec elle. On va faire passer le micro.
qu'est-ce qu'elle a donc fait? Vous dites qu'en fait, elle a écrit 37 ans après. Oui. 37 ans après la sortie. Après la sortie du camp. Ces textes-là, ceux-là, sont écrits entre 30 et 35 ans après. 7 mois après être sortie des camps, elle va écrire « Aucun de nous ne reviendra », qui est très marqué par le traumatisme. C'est une autre écriture. Et d'ailleurs, ce que moi je trouve extraordinaire, c'est que chacun des livres qu'elle a écrits, y compris Le Convoi du 24 janvier, y compris Spectre, mes compagnons, chacun des livres est totalement différent par le ton et la façon dont la mémoire va se développer et dans la façon dont elle va être capable d'intégrer du temps. Vous disiez que c'était peut-être des nouvelles et j'ai dit récit parce qu'elle va pouvoir raconter. Or, dans Aucun de nous ne reviendra, on a beaucoup plus des scènes traumatisantes parce qu'elle sort du trauma du camp. Et ce n'est que si vous avez la curiosité de lire et de parcourir les 4 volumes, vous vous apercevez qu'au milieu du 2e, une connaissance inutile, et notamment avec ce très beau texte du ruisseau, c'est un texte merveilleux, de femme où l'eau coule, où elle va retrouver son corps, puisque c'est la première fois, après 67 jours, qu'elle peut enlever ses habits et prendre un peu d'eau du ruisseau, parce qu'une nonne Sévérine, moins violente que les autres, va leur dire « vous pouvez aller jusqu'au ruisseau pendant 10 minutes » et qu'elle va s'y précipiter dans l'eau glacée, c'est le printemps. Eh bien, dans ce texte, elle commence par dire « ah mais c'était quel jour ? Je m'aperçois que je ne me souviens pas s'il y avait de l'herbe ou de la terre. Le ruisseau coulait, donc c'était le début du printemps, mais est-ce qu'on était sorti du camp? On avait pris à gauche, on avait pris à droite, vers les marais ou vers les maisons à démolir. Et tout d'un coup, et ça dure pendant 4 pages, ça, elle s'interroge. Ça veut dire qu'elle fait rentrer le temps et l'incertitude du souvenir. C'est ça le temps. Quand on prend le temps, on peut chercher un souvenir et on rencontre aussi la dose d'incertitude qu'il y a. Et ça se passe au milieu d'une connaissance inutile. Et dans Mesure de nos jours, le 3e, où elle va raconter le retour des déportés, là aussi, elle fait des récits. Faire un récit, c'est raconter en suivant un fil. Donc c'est là où le temps revient, ce qui était impossible dans Aucun de nous ne reviendra. Et c'est pour ça que dans celui-ci, on a à la fois le reste d'une écriture traumatique avec la tzigane, que ça soit par le souvenir du calvaire atroce des tziganes, et en plus elle va avoir une rapidité d'intervention, c'est presque cinématographique la scène qu'elle donne. On assiste à des scènes théâtrales ou cinématographiques, mais on sent vraiment... Oui. On voit les gestes, on voit ce bébé que tient cette femme tzigane contre elle et qui remet sa tête, etc. On suit ça d'une façon qui montre le trauma encore de celles qui y sont. Et la plupart des autres textes, elle peut raconter et faire sentir le temps, et notamment quand elle rentre en Grèce. Et là, vous sentez une plus grande sérénité dans ce qu'elle raconte? Justement, je dirais, il n'y a pas de happy end chez Charlotte Delbo. Mais est-ce que le temps s'est ralenti ou les choses se sont apaisées? Écoutez, quand ça termine sur la Colima et qu'elle fait part de son tourment, à ce moment-là, on ne peut pas dire que les choses se sont... Et moi, ce qui me frappe, c'est que les premiers textes, je vous ai dit qu'en 82, elle va écrire ses 10 textes. Les 4 premiers, elle les écrit à Venise, fin février, début mars. Elle allait toujours à Venise seule. Je crois en souvenir du moment où elle y est allée avec un grand amour qu'elle a eu dans les années 50. Elle a des très beaux souvenirs à Venise et après, elle y est toujours retournée seule. Elle y est en 82, qui sera son dernier voyage seul, parce qu'elle en fera un en 83, mais là, celle qui était son ayant droit, qui est décédée en 2014, que j'ai très bien connue pour l'avoir tellement interrogée, m'a dit, là, en 84, elle m'a demandé d'aller à la côte amalfitaine, mais de l'accompagner. Sinon, elle allait toujours seule en Italie et surtout à Venise. Et dans cette brume de Venise, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous sont déjà allés à Venise, et surtout en hiver, il y a un brouillard. Ça rend très étrange la visite de Venise parce que vous arrivez tout d'un coup soudain à des places et tout devient théâtral. On a l'impression de sortir presque d'une pièce de Goldoni, enfin c'est un décor de théâtre. Et je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là,
Mais le premier texte qu'elle écrit à Venise, c'est le 27 février 82, c'est La Tzigane. C'est quand même stupéfiant qu'en 82, après être sortie en 45 du camp, avoir quitté en janvier 44 High School, enfin donc le camp satellite de Auschwitz, ce qui vient, c'est les Tziganes. Bon, elle voulait parler des Tziganes, puis ce sera Cala Verita, etc. Et elle va écrire 4 textes, et notamment celle qui va dire « Ce qui est terrible pour moi, c'est de savoir que ma mère est rentrée dans le camp. » Ça, c'est Ida, dont elle a déjà fait un texte pour le retour d'Ida, qu'elle a connu enfant. Ida est partie à 14 ans à Auschwitz. Elles ne se sont pas rencontrées à Auschwitz. Charlotte Delbo avait déjà quitté Auschwitz en 1944. Mais elle va retrouver Ida, qui aura 16 ans ou 17 ans, dans la maison de convalescence en Suisse, où était Charlotte entre février et juillet 1946. Et j'ai rencontré et bien connu Ida dans son grand âge, qui avait retrouvé Charlotte en 1970 grâce à la sortie de ses livres, et qui disait l'admiration qu'elle avait pour cette femme qu'elle voit en 1967, qui était tellement, donc fallait-il croire déjà en 47, elle disait, en 46, pardon, oui, 46, ses cheveux avaient repoussé, on ne l'avait pas rasé non plus à Ravensbrück, et elle avait une personnalité tellement forte, et dans cette maison aux Hortensias, une fois où la nourriture était un peu meilleure, elle partait à la cuisine pour demander du rab pour tout le monde. Elle a entraîné tous les gens dans cette maison. C'est ça aussi qui est tellement attachant chez elle et qu'on sent dans ses rencontres avec les femmes. C'est le caractère généreux de cette femme pour qui le collectif a toujours compté, en même temps que c'était un écrivain, donc elle avait besoin de la solitude pour écrire. Mais moi, ce que je trouve remarquable chez Delbo, chez Charlotte, c'est que je trouve elle n'écrit pas comme les hommes écrivent, du tout. Par exemple, l'histoire du ruisseau, là, que j'ai bien en mémoire, elle parle de la chair qui s'en va, quand justement elle enlève les chaussettes. C'est-à-dire, il y a quelque chose que je n'avais pas imaginé, où on voit qu'il y a des mois qu'elles n'ont pas pu se laver, ou etc. C'est très, très concret, et c'est ça qui est bouleversant. C'est vraiment une écriture de femme. Elle prend le réel différemment. Les hommes, j'ai toujours l'impression que quelque part, c'est abstrait, c'est du discours, où il y a beaucoup de cerveau. Mais chez Charlotte, il y a la poésie. C'est une femme, on sent qu'elle connaît la terre, qu'elle sait ce que ça veut dire manger, préparer de la nourriture, enfin des choses comme ça. Bon, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Alors, ce que je voulais vous demander, qui est personnel un peu, c'est comment vous l'avez rencontrée. Parce que c'est une rencontre, je vois. Oui, c'est une vraie rencontre. Comment elle est entrée dans votre vie ? Oui, écoutez, je l'ai rencontrée très tardivement dans ma vie. J'avais lu, je crois, tous les grands textes sur les camps. J'avais été extrêmement touchée par le livre de Robert Antelme, L'espèce humaine. Mais quand j'ai lu Charlotte Delbo, alors là, ça n'avait plus rien à voir. C'est-à-dire que l'expérience de ma lecture, c'est que pour la première fois, ce que je lisais me raccordait à Auschwitz-Birkenau, à ce que les femmes, les hommes qui sont entrés dans le camp, ou ceux qui ne sont pas entrés parce qu'ils sont tout de suite passés aux chambres à gaz, c'est la première fois que je pouvais m'en approcher au plus près. Quand je dis me raccorder, j'arrive pas à trouver d'autres mots, parce qu'il ne s'agit pas de savoir, il ne s'agit pas de comprendre, mais je crois que c'est de s'en approcher au plus près. Et je pense que l'empathie dont Charlotte Delbo était capable, cet amour qu'elle pouvait sentir pour les êtres les plus misérables, l'état le plus terrible qu'elle-même aussi a connu, la détresse morale, et cette souffrance morale de voir ce qu'on fait à l'être humain et de le rendre par des sensations. Comme elle disait, j'ai cherché à donner à voir. Et effectivement, et là je fais un détour qui peut sembler un peu choquant, mais elle qui a vu tant de mises en scène de Jouvet, qui avait encore après la guerre interrogé Christian Bérard, le décorateur de Jouvet, qui mettait beaucoup de moyens. Tout ce qu'il gagnait au cinéma, c'était pour ses spectacles, ses costumes, son décorateur. Eh bien, Christian Bérard, il avait juste quelques éléments
Comme il dit, l'école des femmes, c'est une barrière d'un jardin, c'est 3 rosiers et un ciel immense. Eh bien, Charlotte Delbo, ces ciels immenses, on les retrouve pour rendre cette solitude infinie de celle dont rien n'entendait les cris au bord de l'épouvante, enfin, au plus loin du monde. Il y a du visuel dans l'écriture de Charlotte Delbo pour donner à voir. Il y a le mouvement des corps pour elle. Et justement, il y a un texte où elle dit « J'ai compris que je pouvais échapper à un commando où j'avais perdu mes camarades parce que j'ai vu ce que Lance Verine s'installait pour parler en tournant le dos. Et Jouvet nous avait toujours appris, quand tu dois parler une longue tirade, on doit voir dans ton corps que tu t'installes. » Il martelait ça à ses élèves. Et elle dit, j'ai vu dans son corps qu'elle s'installait et elle me tournait le dos. Donc j'avais 1 minute en tout cas pour partir. Et elle a pu échapper à ce commando. C'est-à-dire que vraiment tout ce qu'elle avait vu du théâtre, elle s'en est servie. Bon, là c'est un détail pour elle, la vie sauve. Mais c'était aussi pour décrire les choses. À un moment donné, dans Aucun de nous ne reviendra, elle a ce mot, un arbre dans son suaire de givre. Et on le voit cet arbre. En plein hiver, ce givre qui le dessine et qui dessine ses branches nues contre le ciel, puisqu'évidemment le ciel les appelle infinis. Quand le froid est tel, le ciel à moins 28, moins 30, le ciel peut devenir clair quand tout d'un coup la nuit laisse arriver le jour au moment des appels qui duraient plus de 3 heures. Voilà, quand j'ai rencontré cette écriture, moi j'ai commencé en 2010, je me suis dit, mais enfin, qui est cette femme ? À cette époque, on ne savait rien sur elle. J'ai décidé, je me suis dit, je veux surtout comprendre, j'aimerais comprendre pourquoi je suis touchée comme ça. Mais alors là, je peux vous dire que j'ai mis beaucoup de temps, à essayer de dire en quoi consistait la force de l'écriture de Delbo. J'ai cherché chez les gens, les universitaires qui travaillent la littérature et la littérature des camps, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché chez les historiens que je suis allée interroger. Quel rapport avec, dans le rapport du travail de Delbo. J'ai cherché chez les psychanalystes. J'ai cherché chez des gens qui l'avaient connu, etc. Et je ne trouvais pas. Or, d'abord, pendant 1 an et demi, je dois vous avouer, j'ai dû me plonger dans l'histoire. Je ne suis pas historienne. Donc, j'ai dû me plonger dans l'histoire de cette époque, l'histoire des camps. Je ne suis absolument pas une connaisseuse des camps nazis. Et j'ai dû me plonger dans l'histoire culturelle des années 30, qui ont été les années de formation de Charlotte, et puis dans les années d'après-guerre, 50, 60, 70, celles où ses livres vont se faire connaître, et puis celles où elle a vécu. Donc j'ai mis très longtemps à faire ce travail. Moi, je recopiais ses phrases. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Je ne vais quand même pas faire de la parodie. Et en fait, ce que j'ai cherché, c'est mettre en rapport aussi sa vie et son œuvre. Comment elle a fait pour créer cette écriture ? D'où vient sa poésie ? D'où vient ce corps dans son texte ? D'où vient le visuel dans son texte ? Et aussi, j'ai voulu chercher pourquoi moi j'ai senti cet effet très fort. C'est quoi la raison ? La raison, c'est la beauté de sa langue, la beauté de ses images poétiques. Parce que ces images poétiques, elles nous rendent humains au moment où on apprend le pire de l'inhumain. C'est possible de lire le plus atroce, parce qu'on s'aperçoit que dans l'être humain, il y a aussi la capacité de l'art. Delbo le montre dans ses images poétiques. Et nous, lecteurs, dans la vibration que nous avons intérieure, nous avons un intérieur. Et nous pouvons, nous, donc, prendre quelque chose de ce qui a été son expérience, parce qu'elle nous en donne quelque chose par la beauté de son art littéraire. Donc c'est pour ça que j'ai mis tant d'années, voilà, pour répondre à votre question. Merci infiniment. Je pense que je partage avec eux l'immense plaisir de vous écouter. D'habitude, j'interromps ceux qui sont... Là, j'ai bu, c'était très beau. Je vous avoue, ça donne envie de lire votre travail sur Charlotte Delbo. Et évidemment, cet ouvrage, je le conseille. C'est un petit ouvrage absolument merveilleux. L'émotion qu'il crée, elle est rare, elle est très rare. Prenez-le, lisez-le.
donnez-le. Mais vraiment, c'est à partager. Merci infiniment pour le partage. Vous venez d'entendre Guylaine Dunant lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, vendredi 11 avril 2025, autour du livre de Charlotte Delbos, La mémoire et les jours, paru aux éditions de Minuit. Guylaine Dunant est lauréate du prix Femina Essai pour sa biographie Charlotte Delbos, La vie retrouvée, publiée chez Grasset en 2016. Charlotte Delbos a écrit Le convoi du 24 janvier, Spectre mes compagnons et Aucun de nous ne reviendra, une connaissance inutile, mesure de nos jours, qui font partie avec la mémoire et les jours de la tétralogie à Auschwitz et après. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.